Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité Valérie Ayé. Bonjour. Bonjour. À 2 semaines des élections européennes, Jordan Bardella fait toujours et encore la course en tête, selon les sondages. Son débat avec Gabriel Attal peut-il changer la donne? Et puis, sur quoi va jouer la campagne? Sur quoi vont se jouer les élections? Sur les thématiques purement européennes, sur les dossiers franco-français, sur la politique migratoire ou sur les enjeux internationaux? Et aussi, comment donner peut-être envie d'Europe aux Français? Est-ce juste de dire que ces élections du 9 juin prochain sont les plus importantes depuis celles de 1979. Mais pour commencer, Valérie Ayé, la situation en Nouvelle-Calédonie, où la visite d'Emmanuel Macron n'est, semble-t-il, pas parvenue à stopper les violences. Est-ce à dire que le président manque d'autorité et que la parole présidentielle est désormais inaudible? Bon, d'abord, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est absolument intolérable. La République est partout chez elle et elle doit le rester. Je crois que le message, le déplacement du président de la République était important à cet égard. Rappeler cette vérité que la République est partout chez elle, qu'elle doit le rester, que les violences doivent cesser, mais que le calme et l'ordre doivent être rétablis. Moi, ce que je retiens, c'est que enfin, les acteurs se sont mis autour de la table, que le président de la République a laissé toutes les options ouvertes et que la priorité, c'est de trouver un cheminement politique en se laissant un mois pour collectivement prendre les bonnes décisions. Moi, ce que je retiens aussi de la situation politique en Nouvelle-Calédonie et ce qui me choque profondément et ce qui est éminemment problématique, c'est qu'on a des puissances étrangères qui viennent nous déstabiliser sur notre propre sol. On le sait, donc, c'est documenté. Azerbaïdjan, Russie, Chine. Exactement, qui viennent nous déstabiliser. Et le déplacement du président de la République, il a aussi cette valeur symbolique de dire à ces puissances-là qui cherchent à nous menacer, qui nous menacent, qui cherchent à nous déstabiliser, que ça n'est pas acceptable, pas tolérable et que la République française est partout chez elle. Autre proposition du président de la République, en tout cas proposition du président de la République, il envisage désormais d'organiser un référendum national sur la Nouvelle-Calédonie. Ce serait une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est la solution? Là encore, je pense qu'il faut laisser toutes les options ouvertes. Je laisse la responsabilité aux membres du gouvernement, aux acteurs sur le terrain, localement, de trouver les voies de passage qui permettront de ramener le chemin du dialogue et de la paix sur l'île. Alors au niveau national, la gestion de la crise est en tout cas critiquée par Édouard Philippe, le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron en 2017, qui s'est permis de rappeler l'Élysée au devoir d'impartialité de l'État et redit que si on nie l'aspiration à l'indépendance du peuple kanak, elle sera toujours l'objet de résurgences violentes. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il est dans son rôle? Ou est-ce qu'il sort de son rôle, Édouard Philippe? Le président de la République s'est déplacé sur l'île, a mis tous les acteurs autour de la table. La priorité désormais, c'est l'ordre, le calme et trouver un cheminement politique, le bon cheminement politique. Et les déclarations d'Édouard Philippe? Non, mais les commentaires des uns et des autres. Édouard Philippe a été un grand Premier ministre. Il s'est engagé particulièrement sur le processus dans l'île, bien entendu. Maintenant, la situation politique est celle qu'elle est et qu'on connaît. Et donc, la priorité, rétablissement de l'ordre et du calme et trouver un chemin pour permettre de préserver et de protéger la diversité des habitants de l'île. Mais quand il parle comme ça, est-ce qu'il ne complique pas un peu plus votre campagne? En critiquant le président de la République, donc quelque part en prenant des distances avec vous aussi. Édouard Philippe a ses propres positions. Moi, je me concentre sur le déplacement du président de la République et concrètement, quelles solutions on trouve collectivement pour donc ça, il faut attendre au moins un mois. L'ordre sur l'île. On poursuit sur les européennes. Après le débat Attal-Bardella, le président de la République réitère, c'est aujourd'hui dans le Parisien, sa proposition de débat avec Marine Le Pen, laquelle s'est dit disponible s'il s'engage, le président, à démissionner ou à dissoudre en cas de défaite. Était-ce bien utile de la part du président de la République de relancer le débat sur le débat? Je pense que ce débat, il doit avoir lieu et il sera extrêmement intéressant parce qu'il permettra de rappeler deux visions fondamentalement différentes du projet. Il permettrait parce il permettra si toutefois Marine Le Pen l'accepte. Il permettrait parce que moi je pense que Marine Le Pen ne l'acceptera pas. On voit bien pendant des années. À quoi ça sert que le président de la République réitère cette proposition en sachant qu'elle ne veut pas? À la fin, si elle dit oui, peut-être qu'elle dira oui, on verra. Mais moi, le constat que je fais, c'est qu'elle va de revirement en revirement. D'abord, elle dit non, puis elle fait dire par la voix de Jordan Bardella que c'est oui avec condition, puis elle redit non. Et là, elle redit oui avec condition. Moi, ce que ça révèle, selon moi, c'est simplement
son incompétence, qu'elle a peur de L'incompétence débattre de qui ? de Marine Le Pen, qu'elle a peur de débattre avec le président de la République, particulièrement sur les enjeux européens, parce qu'elle n'est pas au niveau, elle ne l'était pas par le passé, elle ne l'est toujours pas, et là maintenant elle trouve 1000 conditions pour essayer que ce débat n'ait pas lieu. Alors, mais par rapport à la proposition du président, à la stratégie du président, s'il propose de nouveau ce débat, s'il réitère cette proposition de débat, est-ce que c'est pas parce qu'il considère qu'il y a le feu au lac dans votre campagne ? Est-ce que, quelque part, certains disent, il ne faut peut-être pas confiance pour mener cette campagne ? Le président de la République m'a demandé de mener cette Oui, mais campagne, là, et c'est la marque de la confiance. il veut se mettre en avant. Est-ce que ça Alors, veut dire qu'il considère que la campagne ne se déroule pas si bien que ça ? Moi, je suis fière que le président de la République, que le Premier ministre, que l'ensemble des membres du gouvernement et de la majorité présidentielle s'engagent dans cette campagne. On est dans un moment important. Le président de la République l'a dit, l'Europe, elle est mortelle. Ce sont des mots, oui. Exactement, ce sont des mots qui sont forts. Et vous croyez qu'elle peut mourir, qu'elle va mourir ? Je pense qu'elle peut mourir si on ne prend pas les bonnes décisions pour rentrer dans le jeu mondial, et aussi si on laisse demain les clés du camion, ou en tout cas si une majorité, des membres importants, les amis de Marine Le Pen, arrivent en force au Parlement européen, ce qui ferait qu'on reviendrait sur 30 ans d'avancer ces dernières années, et ce qui nous empêcherait de continuer à progresser sur le projet européen. Mais il faut dire aussi qu'il y a un précédent, un débat de ce genre, c'était entre Mitterrand et Séguin, à un moment important, Maastricht, à la veille du débat, au moment du débat sur Maastricht, qui était un moment de bascule aussi, avec des visions politiques très différentes du projet européen et des choix politiques à faire. Et donc ce débat, il permettra d'affronter deux visions. Mais vous dites qu'il permettra, vous parlez au futur, vous avez l'impression qu'il peut vraiment se faire ? Le président de la République s'est dit prêt à voir ce que fait Marine Le Pen in fine. Moi, je pense que fondamentalement, elle a peur. Est-ce que finalement, elle ira ou pas ? Si elle y va, il permettra de se faire de confronter deux visions et de rappeler l'incurie, l'incohérence des propositions du Rassemblement national et de Jordan Bardella et de Marine Le Pen dans ces élections-là. Vous rappelez l'épisode de Maastricht, Séguin-Mitterrand. Si Marine Le Pen refuse ce débat, est-ce que vous croyez que le président peut proposer à un certain nombre de têtes de liste de débattre avec lui de l'Europe ? Le président de la République choisira la manière est-ce que vous pensez que ça peut être une solution ? Le président de la République choisit la manière dont il souhaite s'impliquer dans le cadre du débat sur les élections européennes, qui est important pour lui, pour la majorité présidentielle. On est dans un moment où il faut faire des choix... Les élections les plus importantes depuis 1979 ? Oui, parce qu'on est dans un moment où il faut faire des choix stratégiques. Au-delà de la montée de l'extrême droite partout en Europe et du risque de blocage qu'il peut y avoir, on a des puissances extérieures qui nous menacent. La Russie, par exemple. On a un risque de décrochage économique dans la compétition internationale avec les États-Unis et la Chine qui sont très offensifs dans le jeu mondial. On a des défis qui sont colossaux devant nous. Le défi climatique, le défi de l'intelligence artificielle. Et dans ce contexte-là, on a des visions différentes. Moi, je porte avec la majorité présidentielle et mon projet, un projet de lucidité, mais aussi d'espoir, avec des propositions fortes, la création d'une défense européenne pour nous créer les conditions de notre propre sécurité, un plan d'investissement massif de 1 000 milliards d'euros, que j'ai appelé le plan Jacques Delors, dans les secteurs qui sont stratégiques, pour ne plus dépendre d'autres puissances sur l'énergie, sur le transport, sur l'intelligence artificielle, pour créer aussi demain le premier vaccin contre le cancer au monde, parce que je pense que si on met tous nos moyens en commun en européen, on est capable de créer le premier vaccin contre le cancer, on est capable de faire aboutir le traitement contre l'Alzheimer ou contre la maladie de Charcot, qui sont des maladies qui frappent toutes nos familles. Et puis, préserver aussi notre modèle démocratique, qui est attaqué en notre sein par des gouvernements qui sont déjà en place et qui piétinent l'état de droit. Ou aux frontières de l'Europe. Aux frontières de l'Europe. Et donc, c'est notamment la constitutionnalisation du droit l'inscription dans la Charte européenne des droits fondamentaux, du droit à l'IVG. La constitutionnalisation, c'est en France. De l'IVG dans la charte au niveau européen. Les sondages, ils vous donnent à plus de 15 points de Jordan Bardella et à touche-touche avec Raphaël Glucksmann. Le problème, c'est vous ou c'est Emmanuel Macron ? Parce que beaucoup se disent que cette élection est en train de se transformer en référendum pour ou contre Macron. C'est aussi ce que vous ressentez ou pas ? Alors, d'abord, on verra le jour de l'élection quel est le résultat. Moi, ce que je perçois sur le terrain, c'est qu'il y a de l'intérêt, de l'intérêt pour le projet que je porte. Et mon rôle et ma conviction, c'est d'aller chercher les Français, de leur dire, de leur rappeler qu'ils ont besoin de l'Europe pour leur pouvoir d'achat, pour leur sécurité, pour leurs emplois. Et c'est notre capacité collective à les convaincre
les Français qu'on est dans un moment important et surtout qu'on n'est pas là pour faire du débat, pour refaire le match de 2022 ou pour préparer 2027. Mais je vois bien que toutes nos oppositions ici, tous mes adversaires dans cette campagne veulent parler d'autre chose que d'Europe aux Français. Ils veulent préparer 2027, refaire le match de 2022 à l'extrême droite, le Rassemblement national, on le voit très bien. À gauche, on voit bien que la NUPES... C'est la primaire de la NUPES pour savoir qui, du PS, de LFI ou des Verts, sera le candidat de la gauche demain ou de la NUPES demain à l'élection présidentielle. Moi, je ne suis pas là pour faire le jeu de ceux qui sont projetés sur 2027. On est dans un moment important, on doit parler d'Europe. Mais justement, en 2024, comment vous expliquez que cette progression du Rassemblement national à l'occasion des élections européennes ? 30 points, 31 points, 32 points annoncés pour Jordan Bardella, c'est quand même énorme. D'abord, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs que le Rassemblement national de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, est double vainqueur des élections européennes. Ils ont été vainqueurs en 2014, ils ont été vainqueurs en 2019. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Leur bilan, c'est 0. Et donc, ils viennent pérorer sur les plateaux télé, dire « il n'y a qu'à Faucon, avec nous, voilà ce qu'on va faire », sauf que ils ont un bilan qui est nul en termes d'activité, mais ils ont quand même un bilan parce qu'on va regarder leur vote. Et donc, tous les jours sur les plateaux télé, ils disent qu'ils protègent les emplois des Français. Sauf qu'ils n'ont pas voté le plan de relance qui a permis de sauver des milliers d'emplois en France, qui a permis de faire que nos artisans, commerçants, TPE, PME ne mettent pas la clé sous la porte au moment de la crise sanitaire. Ils prétendent, là encore, qu'ils protègent les emplois des Français, sauf que on a mis en place un salaire minimum européen qui permet de lutter contre le dumping social. Et ils l'ont pas voté. Vous dites depuis des semaines et des semaines, vous dites même, vous l'avez dit face à Jordan Bardella, et pourtant on a l'impression que ça prend pas. Je continuerai de le redire parce que c'est important de dénoncer l'hypocrisie du Rassemblement national. Après, ils ont pour eux de n'avoir, même s'ils ont gagné les élections en 2019, de n'avoir jamais été en responsabilité. Ils ont gagné les élections en 2019 avec un écart minime par rapport à l'analyse de Nathalie Loiseau. Et c'est pas ce que les sondages disent aujourd'hui, c'est ça le problème. Mais ils ont quand même gagné, et donc ils viennent nous expliquer qu'avec eux, tout va changer, sauf que ils n'ont rien fait au Parlement européen. Et notre responsabilité collective, je crois, c'est de dénoncer l'hypocrisie du projet du Rassemblement national. Je pourrais aussi décrire quel est leur projet. Aujourd'hui, ils disent plus qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Mais c'est plutôt une bonne chose ou pas qu'ils disent ça ? Parce qu'ils ont compris que c'était pas populaire auprès des Français et que ça ferait peur aux Français. Mais quand on gratte un peu, ils veulent renationaliser la politique agricole commune. Ils veulent sortir du marché européen de l'énergie. Ils veulent remettre des frontières terrestres au sein même de l'Union européenne. Ils veulent plus contribuer au budget commun. Donc ça veut dire qu'en fait, ils veulent continuer de détruire le projet européen et ils veulent sortir de l'Union européenne. C'est ça la réalité de leur projet. Est-ce que ça veut pas dire aussi... Et moi, ce que je veux, c'est continuer à renforcer le projet européen. Parce que fondamentalement, c'est en renforçant l'Europe qu'on renforcera la France. Et on doit, ensemble, bâtir une défense européenne. Parce que, évidemment, on peut se dire que tout seul, jamais on ne peut se dire que tout seul, on sera plus fort. C'est fondamental qu'on puisse avancer. On est dans une course contre la montre, s'agissant de notre défense européenne. On a Vladimir Poutine qui nous menace à l'Est. À l'Ouest, Donald Trump qui peut-être redevient... Si on reparle tout à l'heure, je développe pas, mais voilà, globalement, en fait, on a des choix politiques à faire. Et je pense fondamentalement que on est plus fort ensemble sur les enjeux de défense, sur les enjeux de prospérité économique. Et fondamentalement, parfois on me dit, mais vous êtes un peu eurobéate, vous n'êtes pas un peu naïf. Pardon. Et moi, j'ai une conviction européenne très profonde. Je sais que c'est en renforçant l'Europe qu'on renforcera la France. Et les naïfs, c'est qui ? Les naïfs, c'est ceux qui sont tenants du repli sur soi, qui pensent qu'on va faire face aux défis du monde en se repliant sur soi-même. Et donc, c'est les candidats. Uniquement le Rassemblement national ou il y a d'autres partis qui sont même... Essentiellement ceux du repli sur soi, mais alors il y a l'extrême gauche aussi, et puis d'autres qui sont dans des dans les logiques qui ne sont pas constructives au Parlement européen. Mais si on parle de l'extrême droite, clairement, et du repli sur soi et du Rassemblement national, c'est une réalité. Il y a eu jeudi le débat, donc Bardella... Attal, d'après les sondages, c'est Bardella qui sort vainqueur de ce débat. Dans ces conditions, est-ce qu'il a vraiment servi à quelque chose ? C'était un débat important. Là encore, pour exposer deux visions différentes du projet européen. Et moi, ce que je retiens de ce débat, c'est que Jordan Bardella a été largement mis en difficulté par le Premier ministre. Mais c'est pas ce que disent les Français dans les sondages. En tout cas, moi, ce que je perçois véritablement, c'est qu'il a permis de dénoncer ou de révéler l'incompétence de Jordan Bardella, le fait que
avant de voter un texte au Parlement européen, il ne prend même pas la peine de le lire. De révéler aussi que sa proposition du Rassemblement national portée historiquement par Marine Le Pen et même Jean-Marie Le Pen sur la priorité nationale dans les marchés publics serait dévastatrice pour nos entreprises. Et puis le fameux projet de double frontière, ça fait plusieurs fois que j'emmène Jordan Bardella sur ce terrain-là en lui disant « mais expliquez-nous ce que c'est que votre double frontière ». En fait, le débat avec le Premier ministre a permis de révéler très concrètement que c'était une fumisterie et qu'en aucun cas, ça ne réglerait la question de l'immigration irrégulière. Alors même qu'au Parlement européen, on a voté un texte, le pacte Asile et Migration, qui permet de sortir du statu quo et qui permet de véritablement lutter contre l'immigration irrégulière. Et ni Jordan Bardella, ni aucun de mes autres adversaires ne l'a soutenu. Du pacte Asile et Migration. Mais quand je vous entends dire ça, j'ai envie de vous demander si vous attendiez à la tournure que prend cette campagne. Alors, quand je suis entrée en campagne, évidemment, personne ne peut anticiper la manière dont une campagne évolue. Il y a les événements nationaux... Quelque part, d'après ce qu'on voit dans les sondages, dans les commentaires, on croit tout ce que dit Jordan Bardella, on ne croit pas ce que vous dites. Il y a les événements nationaux aussi, les drames nationaux qu'on a vécus qui viennent percuter la campagne. Percuter ou compliquer votre campagne ? Qui viennent nécessairement s'inscrire dans le débat national. Avec le thème de la sécurité, après l'attaque du fourgon pénitentiaire, et puis donc la Nouvelle-Calédonie, enfin tous ces sujets-là. Mais par ailleurs, c'est intéressant parce que, alors évidemment, c'est des drames et il faut apporter une réponse nationale, mais à chaque fois, sur ce qui s'est passé effectivement en Nouvelle-Calédonie et puis avec le fourgon blindé, on a une entrée européenne. Sur la Nouvelle-Calédonie, on parle d'ingérence étrangère, de pays qui nous menacent sur notre propre sol. Évidemment qu'on a une réponse européenne à apporter. Sur la lutte contre le narcotrafic, on a aussi une réponse européenne à apporter. Les trafiquants et les délinquants ne connaissent pas de frontières. Et on a au Parlement européen renforcé le mandat d'Europol. L'Europol, c'est le FBI européen. Nous avons souhaité renforcer son mandat, notamment pour lui permettre de mieux lutter contre la criminalité organisée. Je suis la seule à avoir voté en faveur du soutien et du renforcement du mandat d'Europol. Donc là aussi, avec les drames qu'on a connus, c'est l'occasion aussi de ramener sur les enjeux européens et d'expliquer aux Français que, à chaque problématique européenne, à chaque problématique nationale, on a une réponse européenne. Sur la campagne, sur votre campagne, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul ? Parce qu'on voit peu les ministres mener campagne auprès de vous. Et les dirigeants de la majorité, pareil, on les voit peu. Ils sont à mes côtés. J'ai fait plusieurs meetings avec le Premier ministre. J'étais vendredi à Reims avec Catherine Vautrin. J'ai fait des déplacements avec Christophe Béchu. J'ai fait plusieurs réunions avec Bruno Le Maire, avec Jean-Noël Barrot. Et l'ensemble des membres du gouvernement est mobilisé pour cette élection, qui est une élection importante. Rachida Dati, on ne l'a pas beaucoup vue. Rachida Dati, elle se mobilise. Elle a été présente notamment dès le début de la campagne, d'ailleurs, au meeting à Lille. Et je le redis, chacun des membres du gouvernement est mobilisé. Pourquoi je vous parle de Rachida Dati ? Parce que les associations arméniennes, je vous parle aussi d'elle pour ça, s'émeuvent du fait que la ministre de la Culture, Rachida Dati, n'ait pas eu un mot pour les 100 ans de Charles Aznavour. Moi, je fais toute confiance à la ministre de la Culture. Rachida Dati est une grande ministre de la Culture et je suis très fière qu'elle ait rejoint la majorité présidentielle dans ce cadre. Sur le silence par rapport à Aznavour. Je vous laisserai lui poser la question. Je ne m'exprimerai pas en lieu et place de Madame Dati. Et vous parlez de l'Azerbaïdjan. Rachida Dati, ce silence assourdissant de la ministre de la Culture par rapport sur Aznavour, il est expliqué par les associations arméniennes par sa proximité avec le régime d'Azerbaïdjan de Aliyev, dont l'une des premières initiatives a été, après le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, a été de procéder à la démolition de la statue du chanteur français dans une ville d'Azerbaïdjan. Vous faites le lien ou pas ? Alors, absolument pas. Je redis mon soutien à Rachida Dati. Je vous laisserai lui poser vous-même la question directement. Rachida Dati est une grande ministre de la Culture, une grande responsable politique. Je lui fais toute confiance et je veux redire mon soutien évidemment au peuple arménien. Donc votre soutien au peuple arménien. Bien sûr. La France est derrière lui. Donc tout le gouvernement et donc voilà. Projet contre projet, qu'est-ce qui vous différencie du projet européen de Raphaël Glucksmann et peut-être aussi celui de François-Xavier Bellamy ? Qu'est-ce qui vous différencie ?
Alors, on a des différences fondamentales. D'abord, moi, j'assume d'être dans une coalition. Au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a une majorité à lui tout seul et on travaille sur la base de coalition. Si on regarde, je vais vous donner 2 exemples, en fait, de textes et le fait que moi, j'assume mes responsabilités au Parlement européen, si on parle bilan. Plan de relance. Je l'ai négocié, je l'ai voté. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un plan de relance qui a été décisif pour que notre économie ne soit pas à terre. Aucune des autres têtes de liste, ni François-Xavier Bellamy, ni Raphaël Glucksmann, n'ont voté le plan de relance. C'est-à-dire qu'avec eux, notre économie aurait été à terre. Sur le pacte asile-immigration, dont on a parlé tout à l'heure également. Ils l'ont pas voté. Ils l'ont pas voté. Alors même que, et ça vaut aussi pour le plan de relance et le pacte asile-immigration, moi, je l'ai négocié avec leur propre groupe politique, les groupes dans lesquels ils siègent. Donc le PPE a voté, le PSE a voté. Exactement. Hein. Et eux, ils viennent nous expliquer, François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann, que c'est pas des bons textes. Parce qu'en fait, ils se mettent en minorité, en marge dans leur propre groupe. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Quand on est élu au Parlement européen, le principal enjeu, c'est l'influence. C'est de faire bouger les lignes dans son propre groupe et de faire bouger les lignes au Parlement européen. Et eux n'assument pas, ils se mettent en marge. Moi, je suis présidente d'un groupe central, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et donc, c'est moi, avec mon groupe, c'est nous qui faisons la ligne du Parlement européen. On est véritablement dans cette logique pour être efficace au Parlement européen. Ça, c'est pour l'attitude et le sens des responsabilités qu'on doit avoir quand on est député européen. Et puis après, sur le fond, on a des différences majeures. François-Xavier Bellamy est le tenant d'une droite radicale. Vous diriez quand on regarde regarde ses votes, il vote beaucoup avec l'extrême droite. Et je pense que, d'ailleurs, il est sur une ligne très conservatrice et anti-droit des femmes. Il a toujours refusé de voter sur les textes favorisant le droit à l'IVG des femmes partout en Europe. Il a toujours refusé de condamner la situation en Hongrie avec un Viktor Orban qui piétine l'état de droit. Donc, en termes de valeurs, on a des différences qui sont fondamentale. Et avec Raphaël Glucksmann, on a des différences également sur des enjeux qui sont majeurs. Là aussi, je le redis. Je le redis. De Glucksmann. Mais aucun des deux, parce que, alors, on a des votes en commun parce qu'on est membre d'une même majorité, mais fondamentalement, je le redis, moi, j'ai le sens des responsabilités et moi, je fais bouger les lignes au Parlement européen. Et 2, avec François-Xavier Bellamy, on a des différences fondamentales sur les valeurs. Avec Raphaël Glucksmann... Qu'est-ce que vous entendez par même majorité ? Parce qu'il y a des votes en commun. Oui, mais... en fait, au Parlement européen, c'est très différent de ce qu'on connaît à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En fait, au Parlement européen, on crée des coalitions. Il n'y a pas un groupe qui a la majorité à lui tout seul, et donc les groupes travaillent entre eux. Oui, c'est plutôt des votes en commun plutôt que la même majorité. Oui, effectivement. En fait, je parle de majorité von der Leyen, puisque la présidente de la Commission européenne, quand elle a été candidate... Moi, j'ai voté pour elle et on a créé une feuille de route avec des priorités politiques et aujourd'hui, partagées. On ne votera pas pour elle. Mais oui, mais ça veut dire qu'il est lui-même, il se met en marge de sa propre majorité. Moi, je ne dis pas que je voterai pour von der Leyen sur le prochain mandat. Je lui laisse, je fais pas de chèque en blanc. On lui a donné une feuille de route en 2019 est-ce que vous souhaitez, avec le pacte vert. Qu'elle soit la candidate d'Emmanuel Macron? Moi, je lui donne aucun chèque en blanc. On verra quel est le rapport de force au lendemain des élections européennes et quel est le choix des chefs d'État et de gouvernement en la matière. Mais ce qui compte, c'est les priorités politiques qu'on va porter et qu'on va exiger du futur candidat ou de la future candidate à la Commission européenne. Pour revenir sur la différence majeure avec la gauche, donc avec sur l'immigration, pareil, François-Xavier Bellamy n'a pas voté le pacte asile-immigration alors même qu'on l'a négocié ensemble avec son groupe politique. Moi, je fais le constat que de plus en plus, il se rapproche des positions du Rassemblement national sur un certain nombre de sujets. Et là, pour le coup, je ne le qualifierais pas, mais et pour le coup, on a des différences majeures en termes de vision politique. Et en ne votant pas le pacte asile-immigration, c'est le tenant du statu quo. C'est le tenant de l'immigration irrégulière aux mains des passeurs et de l'absence de renforcement de nos frontières. Et puis à gauche, avec Raphaël Glucksmann, on a des divergences majeures sur le nucléaire. Il n'assume pas de dire qu'il est en faveur du nucléaire. Je le redis, il n'a pas voté le plan de relance. Quand on se dit être un pro-européen convaincu, normalement, on ne manque pas ce rendez-vous historique. Et même chose sur le pacte asile-immigration. Il prétend que ce texte, il est inhumain. Et comment ça se fait ? C'est ce que disent aussi les syndicats. Mais comment ça se fait alors que son propre groupe politique ait négocié le texte, que les socialistes allemands, espagnols, ils aient voté le texte. Je ne crois pas que ce soit des gens inhumains. Au contraire, je pense que là aussi, on est dans une absence de responsabilité. Il se met en marge de son propre groupe. Et en fait, en faisant cela, il est le tenant du statu quo et de laisser
la Méditerranée rester un cimetière à ciel ouvert. Je pense que c'est irresponsable. Et puis par ailleurs, Raphaël Glucksmann l'a dit encore récemment, il est tenant d'une union des gauches dès le lendemain de l'élection européenne. Ça veut dire travailler avec LFI. Il dit sans Mélenchon. Bah oui, mais sans Mélenchon, ça veut dire quand même avec Rima Hassan, avec Daniel Obono, avec Mathilde Panot. S'il fait la précision de l'union des gauches la plus large possible sans la figure de Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire quand même avec LFI. Alors, en tout cas, vous lui posez la question, peut-être en tout cas, je l'invite à répondre et à clarifier sa position si besoin. C'est quoi votre question qu'elle lui poser dans quelle mesure lui assume véritablement d'être la figure et l'incarnation de la NUPES, d'une alliance avec LFI qui tient dans ses rangs des tenants d'un antisémitisme le plus crasse, d'un complotisme antisémite, d'un complotisme antisémite le plus effroyable. Et puis par ailleurs, Raphaël Glucksmann, il a sur sa propre liste Pierre Jouvet, son numéro 3, l'un des artisans qui est l'artisan de la NUPES. Mais vous vous souvenez ce qu'il avait fait en 2017, Pierre Jouvet, aux législatives? En 2017 ? En 2017, il était candidat, il voulait être candidat de la majorité présidentielle, et il s'affichait sur une affiche avec Emmanuel Macron à ses côtés. Ça dit tout de l'absence de colonne vertébrale de ce monsieur. Et je le redis, il a été l'artisan de la NUPES qui compte aujourd'hui avec LFI des gens qui disent que le Hamas est un mouvement de résistance. On va reparler de ça. Une question, donc il y a ce qui est relations internationales, l'Europe de la défense, ainsi de suite. Il y a aussi les implications françaises. Avec aujourd'hui, à 15 jours du scrutin, Gabriel Attal qui confirme un durcissement des règles en ce qui concerne l'assurance chômage. Est-ce que vous approuvez ? Et puis, est-ce que vous considérez que c'est de nature à mobiliser les électeurs perdus de la Macronie ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est un bon argument de campagne ou est-ce que ça peut plomber votre campagne ? Alors, le Premier ministre est à la fois impliqué dans la campagne et impliqué évidemment dans les priorités politiques et le fait de continuer de poursuivre les réformes au niveau français. On est en campagne électorale, il faut aussi que le pays continue de vivre avec des réformes qui doivent être portées par le gouvernement et par le Premier ministre sur la question de l'assurance chômage de manière générale. Depuis 2017, on a remis avec le Président de la République, avec tous les gouvernements successifs, le travail au cœur de nos priorités politiques, avec du résultat. Un taux de chômage historiquement bas, un taux d'attractivité revenu, des emplois et des usines qui s'installent de nouveau en France. C'est ça la politique efficace mise en place par les différents gouvernements. De responsables de la majorité qui disent ça tombe mal. Est-ce que vous le dites ? Mais je le redis, le pays ne s'arrête pas de tourner parce qu'on est en campagne électorale. La priorité, c'est une bonne réforme pour vous. Alors, elle est proposée par le Premier ministre, elle sera débattue à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, c'est une bonne réforme dans la mesure où elle va permettre de contribuer, là aussi, à valoriser le travail. On revient sur l'Europe, après ce petit détour par la politique franco-française. Le 17 janvier 1995, c'était quelques mois avant la fin de son mandat, François Mitterrand avait dit devant le Parlement européen de Strasbourg le nationalisme, c'est la guerre. Aujourd'hui, est-ce que vous dites le populisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est la guerre ? Oui, parce que François Mitterrand disait juste, cette phrase était extrêmement forte, et il disait juste, parce que le repli sur soi, c'est l'absence de dialogue avec les autres, et ça amène effectivement potentiellement à la guerre, à des drames qu'on a connus. Et c'est l'une des forces et la puissance du projet européen. On l'oublie souvent, on l'a beaucoup oublié avant 2022 et l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Mais le projet européen, c'est un projet de 80 ans de paix. De paix, de liberté et de prospérité. C'est ça la valeur avec du projet européen. Avec aujourd'hui la guerre aux portes de l'Europe, en Europe, avec l'Ukraine. Emmanuel Macron a déclaré à plusieurs reprises envisager l'envoi de soldats français et européens pour aider l'Ukraine à gagner. Parler ainsi, c'est défendre l'Europe et les valeurs européennes, ou c'est jouer, comme le disent les oppositions, jouer avec le feu ? Le président de la République a été très clair sur la nécessité de mettre en place une ambiguïté stratégique vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui, lui, n'a aucune ligne rouge. Et donc, le message, il était très clair vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est-à-dire... nous n'avons nous-mêmes aucune ligne rouge et il faut jouer le rapport de force. Vladimir Poutine ne reconnaît que le rapport de force. Moi, je suis allée en Ukraine il y a quelques mois. J'ai rencontré Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, il m'a dit quoi ? D'abord,
il m'a dit merci. Il m'a demandé de remercier le président de la République pour son engagement en faveur de l'Ukraine, pour l'accélération sur la livraison d'armes et de munitions. Il m'a dit merci, et ça a beaucoup de valeur aussi. Merci pour les positions du Parlement européen, les différentes résolutions qui ont beaucoup de valeur symbolique. Et quand les soldats ukrainiens sur le front, ils reçoivent les positions politiques du Parlement européen, eh bien, ça leur fait chaud au cœur, parce qu'il y a aussi ça, cette nécessité de motiver les troupes. Et puis, il m'a dit, les propos du président de la République ont été utiles parce que, je cite, ils ont changé les termes du débat européen et du débat aussi vis-à-vis de Vladimir Poutine. Alors, donc c'était nécessaire pour jouer le rapport de force. Alors, rapport de force, Poutine, la Russie, comme vous l'avez remarqué, a accentué son opération de déstabilisation de la société française dans la perspective des élections européennes. Et puis au passage, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une opération de déstabilisation venant de la Russie derrière les tags de main rouge peintes au pochoir et retrouvés le 14 mai sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La Russie nous menace directement. Elle menace nos valeurs en attaquant l'Ukraine, et elle menace et elle déstabilise nos propres démocraties. Il faut être absolument lucide là-dessus et absolument intraitable. Et donc, renforcer la lutte contre les ingérences, et deux, prioritairement aussi évidemment continuer d'aider l'Ukraine. La Russie ne peut pas sortir victorieuse de cette guerre, parce que qui sait où Vladimir Poutine s'arrêtera. Demain, s'il est victorieux en Ukraine, peut-être même qu'il attaquera des pays membres de l'Union européenne. S'il est victorieux en Ukraine, nos marchés et notre économie seraient extrêmement fragilisés. S'il était victorieux en Ukraine, il détiendrait 30% des réserves de blé mondiales. Je vous laisse imaginer l'impact sur le prix de la baguette de pain. Et donc, on doit être lucide, avoir un discours très ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine et créer les conditions de notre propre sécurité. C'est-à-dire avancer sur la défense européenne. Et ça fait des dizaines d'années qu'on dit ça. Alors, ça ne s'est jamais concrétisé. Oui, mais alors moi, j'ai vu mes partenaires européens évoluer. Parce que nous, avec la majorité présidentielle, avec le président de la République, depuis 2019, on dit qu'il faut avancer sur la défense européenne. On n'était pas nécessairement entendus par nos partenaires qui se disaient on aura toujours l'ombrelle américaine. Et qui ne voyaient pas non plus le risque de guerre qui pouvait peser sur nous. Et donc là, il y a la perspective éventuelle de l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Et donc demain, si Trump est réélu à la Maison-Blanche, ça veut dire plus d'aide américaine. Donc on est dans une course contre la montre. Il faut qu'on crée les conditions de notre propre sécurité. Ça veut dire avancer sur la défense européenne. Et c'est aussi augmenter nos budgets de défense ensemble pour les mettre au niveau des États-Unis, qui est aujourd'hui la première puissance militaire. Et dans ce cadre-là, aussi soutenir notre industrie de défense en privilégiant nos industriels de défense européens. C'est fondamental pour créer les conditions de notre propre sécurité. Et puis, rester, évidemment, avoir un discours de fermeté vis-à-vis de Vladimir Poutine. Je le redis, tout à l'heure, vous évoquiez la citation, vous citiez François Mitterrand avec le nationalisme, c'est la guerre. On a au Parlement européen et en France aussi des alliés de Vladimir Poutine. Il y a des partis de Poutine en France ? Oui. C'est qui pour vous ? Notamment le Rassemblement national. Et d'ailleurs, on voit aussi que LFI a eu du mal à condamner ou à être clair sur la situation. LFI et le Rassemblement national, oui, c'est la 5e colonne russe en France ? Et particulièrement le Rassemblement national, parce que quand on regarde leur vote, jamais ils n'ont soutenu l'Ukraine, jamais ils n'ont condamné la Russie, jamais ils n'ont accepté de voter des résolutions qu'on a portées au Parlement européen pour condamner l'emprisonnement du principal opposant russe, Alexeï Navalny. Et donc, bien sûr, alors aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ont le soutien à la Russie honteux. Ils vous disent que la Russie présente une menace multidimensionnelle. Mais la réalité, c'est que dans leur vote, jamais ils n'ont été clairs et jamais ils n'ont accepté de sanctionner la Russie et de soutenir l'Ukraine. On poursuit sur la campagne européenne. En France, vue de Paris, vue de France. Comme la liste Europe-Palestine en 2004 avec Dieudonné, comme la liste antisioniste de Dieudonné Soral en 2009, la France insoumise a décidé de faire de la Palestine le thème central de sa campagne européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? La France insoumise, on le voit particulièrement depuis plusieurs mois, cherche à cliver, à fracturer notre société, à susciter la haine et la division. Vous parliez d'antisémitisme tout à l'heure, c'est-à-dire ? Et à importer un conflit au sein même le conflit entre le Hamas, qui est un groupe terroriste qui a attaqué brutalement, massacré, qui a commis un attentat terroriste horrible en Israël, et ce conflit entre Hamas et Israël. Et on voit bien le jeu déplorable, pitoyable, consternant
de la France insoumise dans le cadre de ces élections européennes, européennes, ce jeu qui met dans le débat public, qui cherche à continuer à diviser et qui met sur sa propre liste Rima Hassan, dont on connaît les positions, qui encore récemment a fait un tweet d'un complotisme antisémite le plus sordide possible. La France insoumise qui compte dans ses rangs des personnes qui estiment que le Hamas est un mouvement de résistance, c'est intolérable, inadmissible. Et donc, ils font leur beurre électoral sur un antisémitisme d'atmosphère qui est en train d'exploser et auquel ils contribuent eux-mêmes. Si Rima Hassan devait devenir députée européenne, qu'est-ce que ça changerait ? À vrai dire, moi en plus, j'ai jamais entendu parler d'Europe dans ces prises de parole. Donc là encore, ça redit la stratégie électoraliste de LFI et l'absence de vision européenne sur ces questions-là. Et juste de dire que la France insoumise, puisque vous parliez tout à l'heure d'antisémitisme relayé par la France insoumise, a une responsabilité colossale dans la montée exponentielle de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Je le crois, oui. Fondamentalement. Et comment vous argumentez ça ? Et les différentes prises de position. Alors, même avant le 7 octobre, effectivement, ça s'est accru avec le 7 octobre, mais quand vous avez, au moment des élections législatives en 2022, quand vous invitez Jérémy Corbyn, dont on connaît les positions, ça dit quelque chose. Quand au lendemain des attaques du 7 octobre, la France insoumise refuse de voter. Au Parlement européen, on a voté une résolution, le 19 octobre, condamnant l'attaque terroriste du Hamas. Et 500 députés ont voté pour. Il y en a 21 qui ont voté contre, dont la tête de liste de la France insoumise. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit que Israël est un régime d'apartheid, qui parle de génocide, les mots ont un sens quand on connaît l'histoire du peuple juif. Quand on a des responsables politiques de LFI qui prétendent que le Hamas est un mouvement de résistance, bien sûr qu'ils contribuent à la hausse de l'antisémitisme et qu'ils ont une responsabilité. Et ils font du beurre électoral sur une situation qui est dramatique et sans prendre en compte l'impact direct sur la sécurité de nos concitoyens juifs. C'est dramatique. Au passage, la vice-première ministre espagnole, Yolanda Díaz, appelle à libérer la Palestine, je cite, de la rivière à la mer. Est-ce que c'est ça l'Europe ? Est-ce que c'est votre Europe ? Alors, j'ai entendu les prises de position des uns et des autres, et notamment la prise de position espagnole. Moi, je redis, il faut repartir de l'historique. On est le premier acte. Donc, il y a la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande, la Suède. Est-ce que vous considérez que la France doit reconnaître l'État de Palestine ? La France a historiquement une position en faveur de la solution à deux États. Mais est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui ? Non. Non. Les conditions pour arriver à deux États ? Oui, parce que, il faut que la situation actuelle cesse. Il faut impérativement libérer les otages. Il faut un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, si on reconnaît la Palestine, ça veut dire quoi ? Qui réagit ? C'est le Hamas qui est en responsabilité aujourd'hui. Et à ces déclarations-là de la Norvège et de l'Espagne, qui a réagi ? C'est le Hamas qui a salué les prises de position des uns et des autres, c'est-à-dire un groupe terroriste. Et évidemment que la solution à deux États, elle est indispensable, mais pas dans les conditions actuelles. Vous parlez des otages, justement. L'annonce de l'assassinat par le Hamas de l'otage franco-mexicain Orion Hernandez, dont le corps a été retrouvé par l'armée israélienne et donc rapatrié en Israël, n'a pas vraiment suscité de réaction en France. Comment vous l'expliquez ? C'est un drame absolu et je voudrais dire mon soutien à la famille d'Orion. L'urgence, c'est de libérer les otages. Il y a encore 2 otages français dans les geôles du Hamas. Et c'est véritablement la priorité. La situation est intenable. Sur Gaza, l'équivalence faite entre Israël et le Hamas par le procureur de la Cour pénale internationale qui a demandé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant, son ministre de la Défense, et contre 3 responsables du Hamas, est-elle justifiée, ce parallèle ? Bon, d'abord, il s'agit d'un réquisitoire, ouais. C'est pas une décision. Moi, je vous dis ma position personnelle, je suis choquée. Je suis choquée qu'on mette sur un pied d'égalité le Hamas, qui est une organisation terroriste,
et le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qu'on peut par ailleurs critiquer, mais qui a été démocratiquement élu. Je suis profondément choquée de ce message politique. Et pourtant, c'est pas ce qui était dit dans le premier communiqué du Quai d'Orsay, qui a été publié juste après la décision le réquisitoire de ce procureur de la Cour pénale internationale. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé cette semaine à l'Assemblée nationale. Sa position a été extrêmement claire. Indépendance, évidemment, de la Cour pénale internationale. Et pas d'équivalence entre le Hamas et le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et par ailleurs, évidemment, chercher la voie de la solution à 2 États avec la solidarité de la France vis-à-vis du peuple israélien et du peuple palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé 1 minute de silence, c'était lundi, en mémoire du président iranien Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère. Est-ce que c'était vraiment utile ? Je laisse au Conseil de sécurité de l'ONU faire ses propres choix. Moi, ce que je veux dire, c'est que en apprenant cette nouvelle, moi j'ai surtout eu une pensée émue pour le peuple iranien, pour ces femmes qui veulent simplement vivre en liberté, pour ces femmes qui ont été tuées, pour ces journalistes, ces opposants, ces otages, notamment des otages français, qui sont maltraités, tués, dont la vie est piétinée tous les jours par le régime iranien. Et pourtant, justement... Donc, à 2 semaines des élections européennes, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ont exprimé aussi leurs condoléances de l'Union après la mort du président iranien. C'était lundi aussi. Est-ce que ça n'entache pas l'image de l'Europe et de ses dirigeants ? Je leur laisse leurs expressions. Je pense que là, il s'agissait plutôt d'usage diplomatique, ce qui n'enlève rien. Moi, je vous redis ma position personnelle et politique qui est très forte. Mon message de condoléances, il va surtout et essentiellement à toutes ces femmes, à toutes ces familles qui ont perdu des proches sous le joug du régime iranien. On revient en France pour conclure cette émission. Un mot sur Sciences Po. On s'en souvient, une étudiante juive avait été refoulée d'une conférence pro-Palestine organisée à Sciences Po. C'était le 12 mars dernier. Une enquête interne qui avait été diligentée confirme la tenue. On a connu les résultats de cette enquête cette semaine. La tenue de propos antisémites à l'encontre de cette étudiante juive. Après de nombreux témoignages entendus, il y a là une conviction. La phrase « ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste » a été prononcée sous une forme ou sous une autre, confirme l'administrateur de Sciences Po, Jean Basser. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pas digne de ce que devrait être une école de la République et à fortiori Sciences Po. Ce qui s'est passé à Sciences Po est intolérable, inadmissible, et on voit qu'il y a une forme on importe des pratiques qu'on voit dans les universités nord-américaines. Ça n'est pas ça l'école de France, ça n'est pas ça l'école de la République. Au départ, initialement, un certain nombre d'élus, notamment de LFI, ont mis en cause ces témoignages. Non, mais là encore, on est dans le jeu de LFI qui cherche à attiser. Les premiers responsables politiques qui sont allés dès le jour même intervenir ou porter des messages politiques à Sciences Po, c'est qui ? C'est LFI, encore, qui nourrit l'antisémitisme. C'est intolérable, inacceptable. Et donc, il fallait une réponse rapide. Et je le redis, l'école de la République, c'est l'école de la tolérance, du dialogue, de l'ouverture. Et c'est inadmissible qu'aujourd'hui, dans une école comme celle-ci, une étudiante ne puisse pas entrer sous le fait de propos antisémites parce qu'elle est de confession juive. C'est inadmissible que dans une école de la République en France, on ne respecte pas nos principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité et évidemment laïcité. Dernière question aussi d'actualité. Le débat sur la fin de vie commence demain à l'Assemblée. Est-ce que vous considérez que les praticiens puissent être associés à un geste donnant la mort ? Alors, dans le texte qui est présenté par le gouvernement et qui va être soumis au débat à l'Assemblée nationale, il y a la préservation de la clause de conscience qui permet à chaque médecin de préserver aussi sa conscience sur ces enjeux-là. Ce texte, il est, je crois, important parce qu'il est demandé, attendu par les Français, mais il relève aussi fondamentalement de l'intime pour soi-même et aussi quand on est praticien. Vous êtes favorable à ce texte ? Oui, je suis favorable personnellement à ce texte. Et est-ce que vous comprenez l'opposition de toutes les autorités religieuses du pays contre un projet de loi perçu par elle comme allant autoriser l'euthanasie ? Je crois que ce projet de loi, il est équilibré. Il est le fruit de semaines et de mois de travaux pour arriver sur une position équilibrée qui réponde aux enjeux de liberté individuelle à chacun, tout en préservant la liberté, évidemment, de conscience, la liberté des praticiens. Je crois, je le redis, qu'il répond à une attente forte
des Français. Il y a aussi dans ce texte des mesures importantes aussi qui doivent aller en complément pour le développement des services pardonnez-moi, je cherche le mot, des soins palliatifs, pardonnez-moi, qui est important aussi pour mieux accompagner la fin de vie. Merci en tout cas Valérie d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.